Cider en Alsace, c'est presque ridicule, tout le monde le connaît. Hein. Je dirais simplement que c'est le président du Souvenir français de Strasbourg, hein, mais que c'est surtout journaliste, écrivain, et maintenant même, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui, romancier. Et vous avez ici un magnifique livre qui est en vente dans la salle pour 20 € au lieu de 24. 50. 24 et 50, c'est cadeau, et que vous pouvez vous faire dédicacer. À 20 €. À 20 €, oui. À 20 €. Donc, je voudrais quand même pas commencer avant de vous présenter nos amis normands, Jean et Nicole, qu'en principe vous connaissez si vous êtes des assidus de Café d'Histoire, hein, puisque ils ont déjà fait ensemble un café d'histoire et je pense qu'ils vont nous en faire un autre puisqu'ils reviennent chaque année en Alsace. Vous savez, c'est la SNIFAM, cette association qui recherche en Normandie des personnes qui ont aidé des Alsaciens, notamment ceux de la division d'Astreich, à s'évader au péril de leur vie. Et ce que Jean et Nicole ont réussi, c'est de retrouver des enfants de ceux qui ont aidé les déserteurs et les enfants des déserteurs et parfois les déserteurs eux-mêmes. Je ne donne pas la parole à Jean ce soir parce qu'il ne s'arrête plus continuellement. Mais je vous promets qu'il viendra faire prochainement un autre café d'histoire pour nous montrer comment ces travaux avancent. Jean, Richard, à la parole. Cher Marcel, merci de ces paroles chaleureuses et amicales. Je vous salue toutes et tous. J'étais présent à un précédent café d'histoire il n'y a pas longtemps de cela, il y a quelques semaines de cela, en compagnie de Jean-Jacques Gillot, qui est un historien du Périgord, que certains d'entre vous ont peut-être rencontré lors de ce café d'histoire, et nous a parlé de la résistance en Périgord. Alors, ce livre est sorti il y a 2 ans déjà, à l'Harmattan. J'ai déjà présenté ce livre à Strasbourg, en d'autres endroits de l'Alsace. J'ai fait quelques salons du livre à ce propos. Et j'étais l'année dernière, en septembre, invité par Jean-Jacques Gillot dans le Périgord, où j'ai parlé de ce livre assez longuement là, auprès de la Société historique et archéologique du Périgord, et où j'ai dédicacé également en 2 endroits de Dordogne. Alors, donc, par rapport à ce livre, je rentre immédiatement dans le vif du sujet. Pourquoi ce livre si longtemps après? Une délégation municipale de Périgueux est venue à Strasbourg en 2009 avec le maire de Périgueux en tête. On a parlé des échanges entre Périgueux et Strasbourg en particulier et l'Alsace en général, et bien entendu quand on fait cela, on parle de ce qui s'est passé en 1939-1940. Et immédiatement, et ça s'est passé dans l'hémicycle du conseil municipal de Strasbourg, le maire de Périgueux, Michel Moirand, a dit mais par rapport à la résistance alsacienne, on pourrait parler de Charles Mangold. Grand silence dans l'hémicycle. Question posée, qui est Charles Mangold? Alors, moi personnellement, en tant qu'historien, c'est une arête qui m'est restée en travers de la gorge. Alors, immédiatement, Michel Moirand me dit, mais Richard Cider pourrait peut-être faire un travail là-dessus parce qu'on se connaît. On se connaissait depuis quelque temps déjà précédemment. Et je n'ai pas pu dire non. Et je me suis engagé à ce moment-là à écrire ce livre qui est sorti 5 ans plus tard. Ceci pour vous dire qu'écrire ce livre, j'ai sué sang et eau. Ça n'a pas été une opération facile. Je me suis déplacé à plusieurs reprises en Dordogne, à Périgueux en particulier. Et finalement, ce texte est sorti. Un résistant alsacien oublié.
un résistant alsacien oublié, pas n'importe lequel. Alors, ceci me permet immédiatement, parce que quand on parle d'une biographie comme celle-là, quand on parle de ce thème-là ou d'un autre, il faut parler du contexte. Si on ne parle pas du contexte, finalement, on ne comprend pas grand-chose. Alors, le contexte de cette époque, et ça vous le savez, mais je vais le répéter, parce qu'il faut répéter sans arrêt, il faut remettre l'ouvrage sur le métier en permanence. Et la grande question est la suivante, et Marcel est d'accord avec moi, Alphonse Tröstler également, est-ce que les Alsaciens ont résisté? Alors quand on pose cette question ici, et surtout hors Alsace, peut-être en Dordogne, j'ai posé les gens en face, du moins ceux des générations précédentes, qui vivent encore aujourd'hui, les gens de 80, 90 ans, il y en a encore pas mal, vous regardent de manière très dubitative. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux-là? Ils vous disent, mais c'est ce qu'on m'a dit à moi personnellement à plusieurs reprises, mais les Alsaciens, ils étaient dans l'armée allemande, ils étaient dans l'armée nazie, c'était des nazis. Hein? C'est ça qu'on vous sort, encore aujourd'hui. Quelques vieux résistants FTP, je vais en dire un mot tout à l'heure, vous sortent, ben, ils étaient dans l'armée nazie. Alors, la grande difficulté que nous avons, nous, historiens, c'est de démontrer par A plus B que c'est pas vrai du tout. Alors, il y en avait dans l'armée nazie, bien entendu. Il y en avait 130 000, 103 000 Alsaciens, 31 000 Mosellans. On est autour de 130 000. Sur ces 130 000, il y en a un certain nombre qui ne sont jamais revenus, 40 000. 40 000 tout de même, ce qui fait pas mal. Et sur ces 40 000, 10 000 qui ont disparu à tout jamais. Bon, ces chiffres, on les connaît, mais pour faire comprendre cela à nos interlocuteurs de l'extérieur, c'est extrêmement difficile. Alors le travail qu'on a fait, que moi j'ai fait personnellement, j'ai peut-être été un précurseur dans ce domaine, et je salue la présence parmi nous de Marie-Georg Libby, la présidente de l'AERIA, qui va peut-être s'exprimer là-dessus, qui a fait ce merveilleux travail, que vous connaissez peut-être, ce DVD, qui démontre par A plus B qu'il y a de nombreux Alsaciens qui ont résisté tout de même. Alors, les chiffres sont là, 700 fiches, 2500 médias, 36 cartes, 8900 références, et une base de personnes de plus de 13 000 noms. Une base de plus de 13 000 noms. Alors, si vous voulez, je vais immédiatement rentrer dans le vif de ce sujet. Rassurez-vous, je vous parlerai de Mangolz dans quelques instants. Mais je crois que, au titre du préambule et du contexte, il faut tout de même le dire. Alors, d'un côté, puisqu'on a démontré par A plus B qu'il y avait environ 13 000 Alsaciens qui ont résisté de différentes manières, je vais donner quelques exemples. Du point de vue des chiffres, c'est tout de même important. 13 000 au niveau des deux départements. Alors, je vais vous donner les chiffres correspondant au département de la Dordogne, que j'ai trouvé précisément dans l'un des ouvrages de Jean-Jacques Gillot, qui était là l'autre jour, qui a fait une thèse de doctorat sur les communistes en Périgord à partir de 1918 jusque dans le courant des années 1950. Alors pour ce qui concerne la guerre, cette période de la guerre, je vais tout de même vous donner quelques chiffres. Le nombre des résistants déclarés à la commission d'homologation des titres s'éleva à 30 759 personnes. Ce taux, proche de 8% de la population, constitue plus du double de la moyenne de 13 départements du Sud-Ouest. Il fut reconnu 22 046 membres de l'armée secrète et de l'ORA réunis. Armée secrète, c'est AS, c'est armée secrète, hein, et de l'ORA, Organisation de résistance de l'armée réunie. 7 718 FTP, donc communistes. La Haute-Vienne aurait eu 14 992 résistants. La Corrèze, 13 965 résistants. Et la Gironde, 10 006 résistants. Alors, on a dit, urbi et orbi, que ce sont surtout les communistes qui tenaient le haut du pavé dans ces départements-là. Alors, quand on a ces chiffres, on voit bien que ce n'est pas vrai. Les communistes étaient 3 fois moins nombreux que les résistants de l'armée secrète, qui était d'obédience gaulliste. Hein. L'armée secrète était une émanation du mouvement combat et de l'ORA.
hein, qui étaient des résistants issus pour la plupart, enfin du moins les cadres, de l'armée d'armistice, et qui étaient ce qu'on a appelé par la suite des vichisto-résistants. Enfin, ça, c'est un autre aspect de la résistance, et je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus ce soir. Donc, quand on compare ces chiffres-là et notre chiffre Alsace, 13 000, on n'est tout de même pas trop mal placé, hein, par rapport au nombre de résistants. Bon, il faudrait rentrer dans les détails, parce que dès qu'on est sur les chiffres, on n'arrive jamais à tomber sur des chiffres sûrs à 100% à l'unité près. Mais je pense très sincèrement que nous n'avons pas à rougir par rapport à la résistance alsacienne, tout en précisant qu'il y a eu des résistants également parmi ceux qui étaient incorporés force. Il y en a quand même eu quelques-uns qui ont pris d'énormes risques, qui ont réussi à s'évader tout de même. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Seulement, beaucoup parmi ceux qui ont tenté cette aventure, de l'autre côté, ben, les Russes n'ont pas toujours été sympas avec eux, et ils en ont quand même exécuté quelques-uns. Donc ça, c'était au titre du préambule. Alors, la résistance alsacienne, je vais tout de même très rapidement vous résumer cette situation, parce que c'est important, c'est intéressant. Alors, d'abord, il ne peut y avoir de résistance que si le contexte est favorable. Alors, en Alsace, pour les résistants alsaciens, le contexte n'était pas particulièrement favorable, parce que Bas-Rhin au Rhin, 2 petits départements, une zone géographique extrêmement réduite, pas de grands espaces, des forêts, les Vosges, mais c'est des forêts pas tellement profondes finalement, des forêts humides, oui, on ne vit pas facilement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se cacher. On ne peut pas comparer l'Alsace avec par exemple le Massif central, les vastes zones du Massif central. On ne peut pas comparer l'Alsace avec la Dordogne, un très grand département, la Dordogne, qui est un département fait de collines et là de forêts profondes avec des hameaux de ci, de là, avec une population tout de même, une population qui n'est pas sous pression, comme l'a été la population alsacienne, avec le maillage nazi qui contrôlait tout. Tout était sous l'emprise des nazis. Alors les Alsaciens, ben, ils ne pouvaient pas tellement bouger, hein. Ça je veux vraiment reconnaître. Alors parachuter des armes en Alsace, transférer des armes, circuler, c'était quasiment mission impossible. Ce qui ne veut pas dire, cependant, qu'il n'y a pas eu des Alsaciens qui ont résisté. Alors juste, je vais vous rappeler de manière emblématique qui a résisté. Et dès octobre 1940, dès le début, bah, c'est Marcel Weinum. Ce nom vous dit quelque chose, je pense. Marcel Weinum, le responsable, enfin le créateur du groupe de la Main Noire, composé d'une vingtaine de membres, est malheureusement démantelé, arrêté dans des conditions épouvantables. Et Marcel Weinum est décapité le 14 avril 1942 à Stuttgart. Alors je vous passe tous les détails. Il a passé devant la juridiction allemande. Les nazis ont attendu qu'il ait 18 ans pour le décapiter. Enfin bon, c'était une histoire absolument terrible. Et tous les ans, le 14 avril, nous procédons à un dépôt de gerbes sur sa tombe au cimetière du Polygone. Deuxième groupe de résistants, ceux du Front de la jeunesse alsacienne, dirigé par un étudiant, Alphonse Adam, entre 20 et 30 membres. Alors ceux-là étaient un peu plus âgés que les autres. Hein. Le groupe de Weinum, il y avait bon, ils étaient quand même nettement plus jeunes que ceux-là. Démantelés également, trahis, dénoncés, arrêtés, et il y en a 6 parmi eux qui ont été fusillés, dont Alphonse Adam, le 15 juillet 1943. Et une stèle dédiée à leur mémoire se trouve au port du Rhin. Et là également, chaque 15 juillet, le Souvenir français de Strasbourg organise une cérémonie importante. Et on fait un dépôt de gerbes. Nous chantons la Marseillaise devant cette stèle. Ensuite, troisième groupe, celui du docteur Barreis, qui collectionnait lui plutôt des renseignements au profit des Alliés. Là également, trahison, comme d'habitude, il y a des mouchards qui circulent un peu partout. On passe devant la juridiction allemande, devant le Reichskriegsgericht en 1943. De lourdes peines sont prononcées, des condamnations à mort également, mais ces sentences-là ne sont pas exécutées car le maréchal Pétain intervient personnellement
auprès du FUR. Alors, ce groupe-là était en cheville, entre guillemets, avec l'ORA, avec ces fameux bichisto-résistants qui avaient tout de même des moyens